Bonjour à tous et à tous et bienvenue sur le plateau de Campagne TV, ici à la 70e foire de Châlons en direct. Nous allons poursuivre notre découverte des innovations au service des agriculteurs. Et c'est à l'élevage que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Nous allons parler de nouvelles technologies, solutions connectées, des solutions connectées qui vont, vous allez le voir, changer la vie des agriculteurs. À suivre également en fin d'émission le JT, le débat sur une question ô combien d'actualité, celle du dérèglement climatique. Comment faire face au dérèglement climatique, au réchauffement climatique, aux aléas météo également. C'est ce que nous verrons avec des spécialistes de l'ADEME et du monde de l'assurance. Et puis je vous le rappelle, vous pouvez bien évidemment intervenir tout au long de cette émission ici en direct de Châlons-en-Champagne sur le site campagnetv.com, mais également sur Twitter, sur le compte Twitter de Campagne TV, #TDI. Mais Terre d'Info, vous le savez, c'est également le rendez-vous des femmes et des hommes politiques qui viennent ici au salon, à la foire de Châlons. Et nous rencontrerons tout à l'heure l'un d'eux. Il s'appelle René-Paul Savary. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur Les Républicains, président de l'Assemblée départementale de la Marne. On reviendra avec vous, bien évidemment, sur la situation du monde de l'agriculture dans votre département et sur les solutions que l'Assemblée départementale peut proposer pour aider les agriculteurs. Mais ça, on y reviendra dans quelques secondes. Mais avant cela, retour sur l'actualité à Châlons. C'était hier la visite très médiatisée d'Emmanuel Macron. Sa première visite, son premier déplacement après sa démission du gouvernement cette semaine. Et vous allez le voir, on avait l'impression d'avoir à Châlons hier un candidat en campagne, à la campagne. Emmanuel Macron répond aux questions d'Olivier Allemand. Emmanuel Macron, justement, votre première visite d'homme libre, c'est une visite sur la foire de Châlons. En quoi, justement, cette visite est symbolique ? Elle est, pour moi, symbolique et forte de sens, précisément parce que je voulais être au contact, je vais rentrer dans cette phase d'immersion pour écouter, beaucoup échanger. Je ne suis pas là pour promettre ou m'engager quoi que ce soit. Je veux comprendre, entendre, m'imprégner et être au contact en particulier de la ruralité, des préoccupations directes, des difficultés qu'il y a dans les territoires, dans certaines filières agroalimentaires ou autres. Je pense que c'est fondamental. Réenchanter la France, c'est aussi, ça part des territoires et de la ruralité. Ça part des territoires, ça part de territoires qui ont le sentiment parfois d'être abandonnés. Et ce sont des problèmes aussi compliqués, en effet, que la répartition de la valeur, que la présence d'activités sur le territoire, le développement des PME, des TPE, l'accès à l'Internet. Et donc, le développement du numérique la ruralité, c'est un ensemble de problématiques qui se confondent. Et quand un territoire a le sentiment d'être abandonné, eh bien, on a des comportements civiques qui se dissolvent, on a des difficultés politiques, évidemment, qui naissent, et puis surtout, on a un sentiment de déclin, de déclassement qui s'installe. Le fait que les gens, ils ne demandent pas des aides, des subventions. Ils veulent réussir là où ils sont. Et donc, ils demandent juste, au fond, d'être traités à égalité. C'est-à-dire qu'on répare des injustices, de l'éloignement, le fait qu'ils sont isolés. Mais il y a une énergie, une volonté de faire, une mobilisation extraordinaire. On a, sur les territoires, la volonté aussi de comprendre d'où vient le produit, de valoriser ce qui vient justement de la proximité, de valoriser le tissu économique de proximité. Et en effet, mais le discours de reconnaissance plus généralement, ça ne vaut pas que pour la ruralité, mais c'est fondamental. C'est de mettre en valeur, c'est de dire que c'est important pour le pays. C'est de dire qu'il y a des perspectives. S'il n'y a pas de perspective, c'est le désespoir qui s'installe. Retour sur le plateau de Campagne TV en direct de la 70e foire de Châlons avec René-Paul Savary, le président de l'Assemblée départementale de la Marne. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, dites-moi, c'est quand même une ambiance particulière, hein, l'ambiance de cette 70e foire de Châlons, parce qu'elle intervient au moment où beaucoup d'agriculteurs doutent, où l'agriculture est en crise. On a beaucoup parlé ces derniers jours de la crise du lait avec les problèmes de prix du lait. Alors, comment on peut répondre quand on est président de l'Assemblée départementale à ce désenchantement et à cette angoisse des agriculteurs? Oui, enfin, désenchantement, non. On a bien vu que les aléas climatiques allaient avoir des répercussions sur les récoltes et donc les revenus des agriculteurs. D'autant plus fort dans un département qui est particulièrement rural, puisque nous avons une très grande superficie avec une densité de population faible, 72 habitants au kilomètre carré. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas attendre forcément d'avoir tous ces aléas qui seront de plus en plus prégnants
dans l'économie agricole, il faut aussi faire en sorte de faire l'environnement socio-économique pour que nos agriculteurs puissent se développer. C'est ce qu'on essaye au niveau du département. Les choses à faire, c'est par exemple les circuits courts, c'est également de faire attention aux prélèvements fiscaux. C'est pour ça que nous avons un taux de fiscalité relativement bas dans ce département. Mais n'oublions pas qu'il faudra trouver des solutions et qui sont nationales aux problèmes de trésorerie que vont rencontrer les exploitations, notamment nos exploitations marnaises, qui jusqu'à présent se portaient bien. Par exemple, pour les solutions nationales, ce serait Les quoi ? solutions nationales, c'est de faire en sorte qu'il y ait une mesure pour prendre en compte ce problème de trésorerie. C'est un passage, un lissage. Ça, c'est un fusil à un coup. D'autant plus que l'effort peut être fait. N'oublions pas qu'il y a eu des prélèvements au niveau des chambres d'agriculture faites sur le plan national. Plusieurs millions d'euros ont été ponctionnés des chambres d'agriculture. C'était de l'argent qui venait, entre autres quand même, de la profession agricole. Donc il est tout à fait légitime qu'on puisse, dans les moments difficiles, prendre les mesures nécessaires. Alors, depuis peu de temps maintenant, vous êtes intégré dans la grande région, dans la région Grand Est. Est-ce que ça vous donne plus de pouvoir ? Est-ce qu'on peut mutualiser les choses, avoir une vision plus globale de l'agriculture régionale ? Je pense qu'il va falloir positiver le sentiment d'isolement des territoires, d'abandon qu'on voit au fil des élections départementales, locales, régionales. Il a été proposé, à travers les mesures législatives prises par la majorité actuelle, des grandes intercommunalités, des grandes régions. Donc on éloigne les centres de décision. Et le département reste effectivement la structure de proximité qui est capable de faire la solidarité entre les territoires urbains et les territoires ruraux. Donc à travers cette grande région, 10 départements, le département de la Marne aura, par sa spécificité, un rôle particulier à jouer. Quelle est cette spécificité ? Déjà une position géostratégique très particulière, puisque nous sommes au carrefour de 3 grandes régions et que notre pôle d'attraction est plus volontiers Paris que Strasbourg, ça n'a échappé à personne. Mais nous travaillons, et justement dans le cadre de la bioéconomie, avec les Hauts-de-France, puisque nous avons là un pôle de compétitivité mondiale. À travers cette grande région, il faut voir aussi les différences d'un département à l'autre, et notamment sur le plan agricole. Nous sommes en superficie le département le plus grand des 10 départements de cette région, 8000 km², aussi grand que le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Sauf que dans le département de la Marne, 568 000 habitants, Haut-Rhin plus Bas-Rhin, même surface, 1 850 000 habitants. Donc on voit bien cette différence qui fait que les préoccupations agricoles nous touchent davantage que d'autres territoires. Alors justement, comme ça vous touche davantage, est-ce qu'il y a des initiatives que vous soutenez d'ores et déjà dans la Marne et plus généralement au niveau de la région ? Alors, les initiatives vont se porter sur le plan régional, d'autant que ce sont les régions qui vont drainer les crédits européens. Il faut véritablement faire en sorte qu'il y ait un ciblage de ces crédits pour promouvoir l'économie agricole qui est la base de notre ruralité. Ça, c'est sur le plan régional. Sur le plan national, on l'a déjà abordé, il y a un certain nombre de mesures à prendre, mais sur le plan local, à nous de faire également que l'on puisse, par exemple, dans les secteurs d'élevage, soutenir la profession, ce que l'on a fait notamment par des aides, par exemple à la robotique pour la traite, dont on reparlera tout à l'heure, des vaches, ou dans d'autres domaines, en investissant notamment dans les grandes écoles agroéconomiques pour que la bioéconomie soit un thème phare qui aide à la transformation des matières produites sur place. Donc il y a des choses à faire et nous aurons encore à en faire. Alors, pour revenir à la Marne dans la région Grand Est, comment on peut faire entendre sa différence ou sa petite musique particulière? Vous, par exemple, quand vous vous retrouvez à discuter au niveau de la région, comment vous pouvez faire valoir les positions des gens de la Marne, des élus de la Marne, du département de la Marne? Mais écoutez, c'est une discussion avec le président de région en ce qui concerne ses responsabilités, avec le préfet de région qui était à quelques portes jusqu'à présent du département, mais qui est maintenant beaucoup plus éloigné. Et donc, c'est à nous d'argumenter ce que nous souhaitons développer, à nous de mettre en évidence nos points forts. C'est pour ça que le département de la Marne a eu cette stratégie visionnaire que l'on appelle Marne 2025, qui nous permet de nous positionner dans une échéance moyenne, une dizaine d'années, et mettre en exergue nos atouts, nos points forts, nos équipements structurels pour qu'ils soient pris en compte sur le plan régional. Il faut trouver la complémentarité de cette grande région par rapport au département. On peut la trouver dans le domaine de la bioéconomie, dans le domaine du très haut débit, puisque nos territoires doivent être aménagés dans un délai, 2025, tous nos territoires doivent être couverts avec une couverture de fibres à l'habitant, quelle que soit la densité de population, ou à travers des équipements comme l'aéroport Paris-Vatry
ou d'autres thèmes qui sont des thèmes porteurs pour le développement de chacun des territoires. Alors, comment tout ça va s'organiser? Je voudrais qu'on parle, par exemple, des chambres consulaires. Il y a un projet, si j'ai bien compris, de mariage entre Reims et Châlons. Compliqué, apparemment. Non, pas compliqué. Je crois que la loi était claire là-dessus. Il y aura effectivement une réorganisation régionale des chambres consulaires, donc une grande chambre régionale Grand Est des chambres de commerce et d'industrie. D'où la position que j'ai prise de soutenir un rapprochement des chambres de commerce de Reims et de Châlons pour que nous ayons une chambre de commerce territoriale départementale et non pas interdépartementale. Puisque si le département, qui reste la structure de proximité, proche des territoires, mais qui perd sa compétence de développement économique qu'il faudra vendre à la région, eh bien, il faut que, sur le plan de l'organisation industrielle par le biais des chambres consulaires, nous ayons cet échelon départemental qui soit respecté. C'est la raison pour laquelle je suis très attaché à cette fusion, qui se fera dans de bonnes conditions. Il faut rompre ces barrières, trouver les complémentarités qui sont plus intéressantes et plus importantes que la concurrence. Et je suis sûr qu'on arrivera au mois de novembre à faire en sorte que nous ayons une chambre consulaire départementale fonctionnelle. Alors, une des choses dont on m'a parlé quand je suis arrivé à Châlons hier, c'est un chauffeur de taxi qui me l'a dit, ce qui serait bien, c'est qu'on ait une grande ville, une grande métropole, Reims-Châlons unis, une sorte de communauté de communes, communauté d'agglomération, appelons ça comme on veut. Est-ce que ça, ce serait possible un jour ou est-ce que c'est un rêve qui ne restera qu'un rêve? Écoutez, ça a été envisagé. Ça a été envisagé, mais c'est compliqué parce que l'on voit dans ce rapprochement que des communes qui seraient éloignées de plus de 100 km de Reims appartiendraient à l'agglomération rémoise, communes très rurales, ça n'a pas de cohérence. Par contre, que le Grand Reims, qui va se forger avec 144 communes autour, 300 000 habitants, donc une position métropolitaine, par rapport à Châlons, qui englobe une part du reste du territoire marnais, avec notamment l'aéroport Paris-Vatry, il faut trouver la complémentarité. Les structures ne sont que des outils à disposition des hommes, aux hommes de montrer le chemin. Et ce qui est important, c'est que Reims-Châlons, en complémentarité avec la troisième capitale marnaise, qui est Épernay, la capitale du Champagne, avec les territoires ruraux, que ce soit l'Argonne, le Perthois-Gréveux ou le sud-ouest marnais, nous ayons une volonté commune, une vision partagée. C'est ce que l'on propose à travers Marne 2025. Et c'est comme ça qu'on sera le plus efficace pour développer nos territoires. Et l'aéroport de Vatry, justement, on est où? Eh bien, écoutez, nous avons repris sa gestion en direct et que je ne regrette pas du tout et qui nous permet véritablement d'avoir un seul interlocuteur. C'était compliqué. Il y avait un développeur, un propriétaire, un gestionnaire. Maintenant, il y a une seule tête, j'en assume la présidence. Donc, on pourra dire que si nous réussissons à développer Vatry avec nos partenaires, l'agglomération de Châlons, entre autres, d'autres, la région Grand Est qui s'est inscrite dans ce dispositif, si nous réussissons, ce sera grâce au département de la Marne. Et si nous échouons, ce sera à cause de nous. Nous assumons nos responsabilités, voyez-vous. Ce qui permet notamment de discuter avec des investisseurs et d'adapter le modèle en fonction de l'évolution économique internationale dans un marché très concurrentiel. Le mois d'août a été très important en fret. On a atteint un tonnage nettement supérieur aux autres mois et une fréquentation au niveau passager très intéressante qui fait que le cap des 100 000 passagers va être passé beaucoup plus rapidement que prévu. Et vous avez des compagnies qui s'intéressent à Vatry, qui ont envie de poser des avions à Vatry pour aller chercher des passagers, je pense. Bien sûr, des passagers ou du fret, parce que nous avons cette spécificité. Il faut être compétitif. Il faut faire en sorte que l'on puisse les accueillir. À nous également de promouvoir notre territoire pour créer des destinations ou faire en sorte d'avoir d'autres destinations qui répondent au marché. Ce qui est important, c'est d'être dans le marché. Donc il faut savoir miser, investir pour développer. Alors je voudrais qu'on revienne à votre autre casquette, celle de sénateur. Je suppose que les difficultés du monde agricole, c'est aussi une des problématiques sur lesquelles vous travaillez régulièrement au Sénat. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution magique. On entendait Emmanuel Macron tout à l'heure dire qu'il faut réenchanter un petit peu l'agriculture et tout ça. C'est ça la solution aujourd'hui? Écoutez, bien entendu, je pense que dans l'avenir, il y a véritablement une réponse à trouver au niveau de la ruralité, du sentiment d'abandon de nos territoires. Je me réjouis qu'Emmanuel Macron le découvre en ce qui concerne les élus comme nous qui sommes sur le terrain depuis un certain nombre d'années. Nous avons senti cette évolution des territoires. Nous l'avons mesurée sur les territoires au plus proches de nos concitoyens que nous rencontrons quotidiennement. Et
on les rencontre également largement sur la foire. Voyez-vous, c'est la raison pour laquelle, pour être au contact de ses concitoyens, cela fait 8 jours exactement que je suis 12 heures par jour sur la foire. C'est à la fois pour rencontrer un certain nombre de personnes, mais également institutionnels, le monde politique, économique, social, mais également pour rencontrer les gens. Ils vous interpellent, ils vous disent ce qu'il en est. C'est tout à fait important. Au sentiment d'isolement, il nous faut trouver une réponse. La réponse, c'est à travers l'agriculture, bien entendu, qu'il faut rendre performante, une agriculture du 21e siècle, durable et connectée. Et à travers notamment ce très haut débit, rompre ce sentiment d'isolement. C'est véritablement l'innovation qui nous permettra, entre autres, de répondre à une certaine préoccupation de nos concitoyens, avec tous les autres problèmes qui se posent actuellement dans un État qui est en guerre et qui n'a pas de perspective économique et de croissance extraordinaire envisagée dans les années qui viennent, quoi qu'on nous dise. Donc véritablement, il faudra aussi répondre sur le volet économique, bien entendu. D'un mot en conclusion, au Sénat, les questions d'agriculture sont des questions consensuelles. Il y a un consensus pour... Non, nous n'avons. Il y a un consensus pour diagnostiquer les difficultés. Quant à la réponse, elle est différente. Et nous avons fait des propositions très intéressantes à travers une loi agricole qui a été proposée par le Sénat, qui bien sûr a été retoquée puisque nous n'avons pas la majorité sur le plan législatif, mais qui fait qu'il y a des propositions qui pourront être mises en application et qui vont aller vers le sens d'une agriculture du XXIe siècle. C'est ce qu'on leur en cherche. Eh bien, merci beaucoup René-Paul Savary. Et dans quelques secondes, eh bien, nous allons parler justement des nouvelles technologies, voir comment le smartphone est devenu le meilleur ami des éleveurs. Voyez plutôt. Branchés, connectés, les agriculteurs. Alors je vous rassure tout de suite, s'ils sont branchés et connectés, c'est pas pour chasser les Pokémon dans leur ferme. Non, c'est parce que tout ça permet de gagner du temps, de l'énergie, de la précision, tous les éléments qui sont déterminants dans la course à la compétitivité. Alors, pour en parler, nous ont rejoint 3 spécialistes. Laurent Wendlinger, qui est le président de la Chambre d'agriculture interdépartementale d'Alsace. Bernard Laurent, qui est éleveur et président du comité d'élevage Marne. Et Jean-Charles Blancart, qui est président du groupement de défense sanitaire de la Marne. Mais avant de vous retrouver, messieurs, eh bien, je vous propose d'aller visiter 2 élevages de la Marne, bien évidemment, où robotique et numérique sont omniprésents. C'est un reportage de Julien Rosburger. L'élevage comprend à peu près 165 animaux, dont 75 vaches laitières qui passent toutes en traite robotisée. Ça fait à peu près 5 ans qu'on est passé en robot de traite et la décision a été faite suite au départ d'un associé qui est parti en retraite et c'était pour améliorer les conditions de travail. Donc les vaches, quand elles se présentent au robot de traite, donc elles sont attirées par l'alimentation de complémentation. Donc c'est une alimentation pour nous qui est considérée comme une alimentation, une sucrerie. Donc les bêtes rentrent dans le robot. Elles sont, il y a 4 manchons qui servent pour la traite, 1 qui sert pour le lavage. Et après, la traite se déroule et les quartiers se débranchent un par un. Donc ensuite, la bête est lâchée et elle peut se diriger vers la porte intelligente qui va l'ouvrir pour qu'elle puisse aller manger la ration complète qu'elle a à volonté à l'auge. En termes de performance sur l'exploitation, on a augmenté par rapport à une salle de traite traditionnelle où on trayait 2 fois par jour. On a monté à peu près de 1000 kg la production. Les vaches passent plus régulièrement. Elles sont moins stressées qu'à la traite. Elles passent quand elles veulent, elles sont chez elles. Donc nous sommes sur une exploitation agricole polyculture élevage, donc située à Merlot. La vidéo qui est installée sur mon exploitation me permet de surveiller l'ensemble de mes animaux au moment de la période la plus intense en termes de surveillance, qui est la période d'évélage. Donc j'ai une caméra qui est positionnée dans un bâtiment
qui me permet, grâce à son positionnement, de surveiller l'intégralité du bâtiment, donc de surveiller globalement autour de 60 animaux. C'est-à-dire que globalement, que je sois n'importe où en France, je vais dire même dans le monde, dès l'instant que j'ai une connexion Internet, je vais pouvoir visualiser mes animaux. Donc les surveiller à distance. Le smartphone, c'est un outil qui devient indispensable, même pour nous les agriculteurs. On aurait tendance à dire, en agriculture, on ne va pas l'utiliser, mais si, c'est un outil. Moi, donc je m'en sers pour la vidéo, pour recevoir les SMS quand effectivement il y a un vélage qui se met en place, pour les enregistrements pour le troupeau. L'enregistrement aussi de tout ce qui est fertilisation dans les pâtures et tous les apports qu'on peut faire dans les parcelles grandes cultures. C'est pareil, j'ai une application sur le smartphone. C'est un outil qui nous amène un vrai confort aussi de travail et puis surtout une réactivité très, très, très importante. Retour sur le plateau de Campagne TV à la 70e foire de Châlons. Laurent Wendlinger, bonjour. Alors, moi, il y a une question que je me pose, parce que c'est bien, on a vu le smartphone, des caméras, le robot de traite. Pour ce qui est du smartphone et des caméras, on ne va pas chez son opérateur de téléphonie mobile pour en acheter. Comment les chambres d'agriculture accompagnent ces développements, ces nouvelles technologies? Est-ce que vous avez un rôle de conseil? Effectivement, nous sommes, je pense, l'un des premiers conseillers lorsque l'agriculteur fait le choix de la robotique. Alors le premier point que nous mettons en œuvre, c'est tout d'abord de voir si l'agriculteur est, on appelle ça, robot-compatible. C'est-à-dire Parce qu'au niveau d'une exploitation laitière, comme vous venez de montrer dans le reportage, auparavant, l'agriculteur passait 2 fois dans l'étable pour traire ses vaches, le matin et le soir. Donc il avait la main sur son troupeau. Par ce système, c'est la machine, c'est la technologie qui prend le relais et c'est le robot de traite qui informe l'agriculteur quand il y a un problème. Donc ça peut être le jour, ça peut être la nuit, ça peut être la semaine, ça peut être le week-end. Donc c'est un tout autre état d'esprit pour l'agriculteur. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que pour l'agriculteur, il faut, j'allais dire, couper le cordon, c'est-à-dire dire, ça y est, c'est le robot qui va gérer, je fais confiance au robot. C'est quand même pas une démarche tout à fait normale et logique, quoi. Exactement, c'est un changement fondamental dans la vie d'un agriculteur qui avait l'habitude de prendre ses décisions. Et là, c'est la machine, en fin de compte, qui prend les décisions à sa place. Et l'agriculteur est là pour suivre des courbes, suivre des données et agir en fonction de ces données, comme dans toutes les entreprises qui utilisent la technologie. C'est véritablement un changement fondamental. Alors ça, c'est le premier changement. Il y a d'autres changements? Oui, donc par la suite, un tel outil, il y a toute une étude qui se met en place. Il faut savoir à quel endroit on le positionne dans l'étable. Souvent, il y a des investissements qui en découlent. Donc le rôle de la Chambre d'agriculture, c'est également d'accompagner l'éleveur dans le montage de son projet financier, essayer de trouver des aides qui peuvent découler de l'Europe, de l'État, de la région, du département. Et par la suite, l'accompagner pour analyser ces différentes données. Je prendrai qu'un exemple, une vache qui a une infection de la mamelle, auparavant, on la détectait lors de la traite. Là, on va la détecter par une multitude de données que va nous répertorier le robot de traite. Donc tout cela, il faut l'apprendre, il faut que nos techniciens de chambre d'agriculture accompagnent l'agriculteur dans l'interprétation de ces données. Donc c'est vrai que le métier change fondamentalement. Et est-ce que vous devez aussi convaincre les agriculteurs que tout ça ne va pas déshumaniser le métier? Non, je ne pense pas que ça va déshumaniser le métier. Bien au contraire, je crois que ça donne un peu plus de liberté aux agriculteurs. Vous n'avez plus la contrainte de la traite matin et soir. Par contre, c'est vrai qu'il y a une contrainte de présence en cas de problème. Donc ça permet aussi aux agriculteurs de profiter de temps en temps d'un dimanche soir, d'une fête de famille, plutôt que de quitter le petit groupe et puis d'aller à la traite. Donc c'est quand même une évolution très très positive. Et tout ça, ça coûte cher? Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, c'est des investissements importants. Alors, vous pouvez comprendre que les périodes difficiles telles que nous les connaissons à l'heure actuelle, notamment dans le domaine laitier, ne sont pas faits pour encourager ce type d'investissement, mais je suis convaincu que sur le moyen terme, ce type d'outil se retrouvera dans la plupart des exploitations. Ça coûte combien, par exemple, ce qu'on a vu dans la ferme avec les caméras et le smartphone? C'est un budget de combien? 15 000 euros, 20 000 euros?
peut-être la caméra et le smartphone, vous êtes dans ces prix-là. Vous prenez le robot de traite, c'est plutôt 10 fois le montant que vous venez d'évoquer. Donc 200 000 euros. Quoi, à peu près. En gros, oui. Ouais. Et on trouve le financement comment? On a des banques pour faire des emprunts. Après, il faut une étude économique pour voir si on est en capacité de rembourser un tel outil. Donc, Et c'est là que les chambres d'agriculture interviennent. Effectivement, donc on a des spécialistes qui font ces analyses économiques en partenariat avec les centres de comptabilité. Certaines chambres d'agriculture font de la gestion, c'est le cas en Alsace. Donc c'est tout un travail qui doit se faire avec la banque, avec les centres de gestion, avec également les techniciens qui s'occupent d'alimentation, parce que là aussi, il y a des évolutions quand on robotise. On ne nourrit plus tout à fait de la même manière, parce qu'il faut attirer la vache dans le robot de traite, donc la ration évolue également. Donc c'est vraiment un changement fondamental au sein d'une exploitation. Bertrand Laurent, vous êtes éleveur, président du comité élevage de la Marne. Vous-même, vous êtes passé à ces nouvelles technologies. Ça s'est passé comment chez vous dans votre exploitation? Bon, qu'est-ce que vous avez mis dans votre ferme? C'est surtout des systèmes d'alarme. Les bâtiments d'élevage, moi je parle porcins et volailles, sont situés à plus d'1 kilomètre des villages. Donc ça nous oblige à y aller plusieurs fois par jour pour vérifier la ventilation, le fonctionnement des machines ou l'état des animaux, les soins aux animaux. Donc ces appareils nous permettent d'éviter certains déplacements, quoi. Et en plus, il y a des systèmes de base, comme par exemple une panne d'électricité ou une chose comme ça, qui nous sont presque imposés par les assureurs au démarrage, pour que l'assureur prenne en charge l'assurance du bâtiment, quoi. Donc ça peut démarrer comme ça pour une simple alarme en cas de panne de courant, quoi, qui risquerait d'étouffer les animaux. Donc l'assureur nous contraint un petit peu à mettre ça pour pouvoir nous assurer. Et ensuite, on peut rajouter des modules à ces appareils-là pour contrôler la ventilation, pour contrôler les automates d'alimentation, parce qu'on a des automates d'alimentation qui se mettent en route plusieurs fois par jour, qui desservent souvent plusieurs silos. Donc il peut y avoir une panne, il peut y avoir un ennui, quoi. Et donc avec le smartphone, on peut prendre la main sur l'automate, puis remettre en route ou changer l'appareil ou voir si le fonctionnement était correct. C'est important ce que vous dites, hein. Vous n'êtes pas complètement esclave du robot d'automate. Vous reprenez la main et vous pouvez refaire le métier à l'ancienne, entre guillemets, si le besoin s'en fait sentir. On peut refaire le métier à l'ancienne et malgré tout, on est obligé, d'après la loi, d'aller voir nos animaux au moins une fois par jour. Et ça, vous pouvez être sûr qu'on le fait, mais on a quand même notre métier d'éleveur, de surveillance des animaux qui est là. Mais ça nous évite certains allers-retours du bâtiment pour juste vérifier si ça fonctionne bien, quoi. Je voudrais vous poser une question toute simple. Quand vous avez mis en place tous ces systèmes, est-ce que vous avez immédiatement fait confiance à la technologie ou est-ce que malgré tout vous êtes revenu en pleine journée, en pleine nuit, plusieurs fois par jour pour voir si les données que vous aviez sur votre smartphone correspondaient bien à la réalité de votre exploitation? Il y a certes un petit temps d'adaptation. On n'arrive pas à faire confiance à la machine au début. Pas tout de suite. Mais il y a aussi quelque chose d'important, c'est que quand la machine nous appelle, il faut surtout y aller, quoi. Il faut pas dire c'est encore ça ou c'est encore. Il faut surtout, quand la machine nous appelle, aller voir ce qui se passe, quoi, parce qu'autrement on risque des erreurs là. Ça vous a coûté cher cette installation? Si on reste sur un système basique, on a vite fait d'arriver dans les 10 000 euros. Et puis plus on monte, plus ça progresse, quoi, c'est sûr. Alors c'est vrai que la question et le point que l'on abordait tout à l'heure avec M. Wendling, c'était celui d'investir au moment où c'est peut-être pas forcément le meilleur moment, au moment où l'agriculture se porte pas forcément très bien. Vous vous êtes posé la question avant de dire à quoi bon? Est-ce qu'il faut que je le fasse? Est-ce que ce serait pas plus prudent d'attendre un peu que les marchés reprennent? Disons que c'est l'occasion qui fait l'investissement, quoi. Quand on est en train de modifier son système d'exploitation, qu'on vient de construire un bâtiment ou on se positionne sur un système comme ça plutôt que de rester sur l'ancien système, quoi. C'est plutôt au fur et à mesure, on n'investit pas, c'est pas quelque chose qui va rentabiliser, qui va être rentable, c'est quelque chose qui nous apporte du service surtout, quoi. Là je parle de ces appareils-là. Donc on le fait au fur et à mesure quand l'occasion se présente, quoi, plutôt. Alors, Jean-Charles Blancart, je voudrais qu'on parle de l'aspect sanitaire avec vous, puisque vous présidez le groupement de défense sanitaire de la Marne. Ces nouvelles technologies, ça change quelque chose en matière de santé animale? Oui, tout à fait, car ça permet d'adapter, que les données sanitaires collent, entre guillemets, de plus en plus à l'animal par des méthodes qui, entre guillemets, surpassent le papier et d'autres aspects. Donc, avant, pour l'élevage bovin, on avait le fameux papier rose que vous avez, le DAB, le document d'accompagnement bovin. Ça, c'était la préhistoire de la traçabilité aujourd'hui. Ça reste quand même un outil
qui fonctionne, mais cela dit, il est imprimé à partir de données informatiques. Donc, inévitablement, ce qu'il y a dessus n'est qu'une révélation de ce qui est un peu plus loin. Mais c'est vrai qu'il y a trois aspects au sanitaire et à la connectivité de nos données. Alors tout d'abord techniquement, c'est d'avoir nos données en permanence pour dès qu'un animal est malade, pour savoir quel traitement il a déjà eu, si le traitement était efficace, ne pas le renouveler à perte de médicaments, de molécules et ainsi de suite. Il y a le préventif, et là, en allant chercher, alors j'ai amené l'exemple de cette boucle, on fait un petit prélèvement d'ADN sur un animal, et la donnée, après analyse, revient très très rapidement sur le smartphone de l'éleveur, savoir si l'animal n'est pas porteur de, là en l'occurrence de la BVD, une maladie qui pourrait entamer la rentabilité de l'élevage. Et puis enfin, il y a l'aspect obligatoire, qui est l'identification et le statut sanitaire, et avec une progression dans ce domaine, avec l'électronisation de la boucle, puisque celle-ci, ces dernières années, comprennent... Elle fait quoi cette boucle? Elle est électronique alors? Elle est électronique, elle contient une petite puce qui est lue par tous les outils adaptés, donc aussi bien en élevage que dans les années à venir par les négociants, les abatteurs et ainsi de suite. Et là, sanitairement, tout sera bouclé, quoi. Et avec tout ça, on évite les problèmes, on évite même des problèmes de fraude, par exemple. Tout est sécurisé. En élevage bovin, avec le passeport, initialement, on est déjà très sécurisé. Et là, inévitablement, c'est hyper tracé. Et pardonnez-moi de parler une nouvelle fois d'argent, mais ça coûte cher à l'éleveur d'avoir ces boucles d'oreilles électroniques? Non, c'est pas un supplément très important, justement. C'est quelque chose qui va coûter moins d'une dizaine d'euros par animal en supplément, mais qui fera gagner quand même beaucoup de praticité au quotidien. Et juste une question, une réponse rapide. Ça permet d'avoir les informations assez vite. Par exemple, quand on fait un prélèvement ADN et qu'on compare avec la boucle d'oreille, il faut combien de temps pour avoir les informations? Quand on regarde les séries télé à l'américaine, on a l'impression que les prélèvements ADN, c'est dans la seconde. Pour vous, c'est combien de temps? Un animal qui naît le mardi, la chaîne informatique redescend ses données pour le lundi matin suivant. Eh bien, merci beaucoup. Merci, messieurs, de nous avoir fait découvrir ces facettes plutôt méconnues de vos métiers d'agriculteurs, méconnues en tout cas du grand public. Et dans quelques secondes, nous allons parler du temps qui fait, enfin pas exactement, nous allons parler surtout du réchauffement climatique, du dérèglement de la météo, de tous les problèmes qui sont liés, on l'a vu notamment ces temps derniers avec les inondations ou avec certains autres problèmes qui sont désormais le quotidien malheureusement des agriculteurs. Avec nous, Bruno Legevin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'ADEME. Alors l'ADEME, je le rappelle, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Laurent Louis, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable des marchés agricoles à Groupama Nord-Est. Alors, on va parler de ces dérèglements climatiques, des modifications, peut-être aussi de ces problèmes qui peuvent devenir des opportunités pour les agriculteurs. Mais Laurent Louis, je voudrais qu'on commence avec vous. Un assureur comme vous, quand il ouvre ses volets le matin, qu'il voit des trombes d'eau, et ces trombes d'eau, il les a vues depuis 15 jours, il est quoi? Il est en panique en disant ça va me coûter cher, oh là là. Quand il voit des inondations, il est là, il dort plus la nuit? Vous savez, Groupama, depuis sa création au début du XXe siècle, c'est l'assurance des agriculteurs, c'est eux-mêmes qui l'ont créée. Donc quand on voit les événements climatiques arriver, c'est d'abord à eux-mêmes qu'on pense. Et aux difficultés qu'ils vont avoir, et surtout cette année, je pense qu'on en reparlera un peu plus tout à l'heure, mais on a en premier lieu un réflexe de penser à la trésorerie de nos exploitations, des exploitants, et ensuite, effectivement, on suit dans nos chiffres l'évolution des dérèglements. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler plus en détail. Oui, absolument, on va en reparler. Mais tout d'abord, Monsieur Legevin, quand on parle d'agriculture, d'environnement, on déclenche immanquablement des polémiques. On se dit, oui, non, mais les agriculteurs ne peuvent pas avoir un rôle dans la défense, la protection de l'environnement, contre le réchauffement climatique. Est-ce qu'on va en finir un jour de ça? Est-ce qu'on va réussir à faire rentrer les agriculteurs dans cette famille des protecteurs de l'environnement, aux yeux du grand public en tout cas?
Je serais tenté de dire que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je le pense et que, évidemment, on a besoin de la mobilisation de tout le secteur agricole pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a des atouts considérables, au-delà, évidemment, des difficultés économiques, sociales, des crises, des problématiques de compétitivité que connaît le secteur. Mais il n'y a pas le choix. On oublie un peu trop souvent que l'information est tombée cet été, le 8 août, peu importe la date, mais qu'à mi-année, on avait consommé l'ensemble des ressources disponibles de notre planète. En 70, c'était en décembre. En 90, c'était en octobre. On peut discuter des jours, même du mois, peu importe. On voit qu'on est dans un processus qui s'accélère et qu'il faut redresser. L'enjeu est considérable et ça vient après une année 2015 qui a connu un réchauffement climatique au niveau de la planète comme jamais. On bat des records tout le temps, mais c'est des mauvais records. C'est des records dramatiques avec les conséquences. Et évidemment, l'agriculture est particulièrement impactée par l'effet du changement climatique. Les inondations, la sécheresse, les tempêtes. Et on est avec des conséquences évidemment sur la productivité. On a le réchauffement climatique, on a le dérèglement climatique, on a malheureusement des printemps trop pluvieux, trop humides, on a des étés très secs et donc ça déstabilise, ça désorganise et donc il faut évidemment s'adapter à cette réalité. Il faut essayer de la faire reculer pour l'atténuer, mais ça sera au-delà de ça. On est dans une problématique où l'agriculture, bien sûr, est une des causes, une des responsabilités pour répondre à votre question du début, mais elle est aussi une des solutions. L'essentiel de la solution, on n'atteindra pas nos objectifs, le fameux facteur 4, la réduction de 75% de nos émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050, s'il n'y a pas une mobilisation forte de l'agriculture, du monde agricole en général. Et donc pour nous, c'est très important. Et donc il n'y a pas de dichotomie entre environnement, agriculture, il n'y a pas de dichotomie entre environnement, compétitivité, et on a besoin des agriculteurs. Bien sûr, ils ont besoin de s'adapter, il faut leur donner les moyens, il faut les accompagner. C'est un peu le travail qu'essaie de faire l'ADEME tous les jours. Alors justement, comment on accompagne les agriculteurs? Comment on pose le diagnostic dans une exploitation? On parle notamment de Climagri, là, cet outil de diagnostic. Comment ça se passe concrètement au quotidien? D'abord, il faut peut-être se rappeler que le monde agricole, le secteur d'activité de l'agriculture, est peut-être le seul secteur d'activité où il y a 3 leviers d'action. Il y a le levier d'action un peu plus classique, qui est celui des économies d'énergie que tout le monde, chaque secteur d'activité doit avoir, bien sûr par l'isolation des bâtiments, l'entretien et la performance, l'amélioration de la performance des engins agricoles, bien sûr un meilleur dosage des engrais par exemple. Et puis il y a un second levier qui est la production de biomasse. Plus de la moitié des objectifs français en matière d'énergie renouvelable pour 2020 reposent sur la biomasse. On a là une belle opportunité, comme quoi on peut dire qu'un vrai problème peut devenir une opportunité pour diversifier les revenus agricoles, la valorisation du bois énergie, la valorisation des effluents d'élevage ou en énergie par la méthanisation, pour ne citer que ces quelques exemples. Et là qu'on voit bien qu'il y a la possibilité dans une agriculture dont on a besoin et qu'on a encore plus besoin demain, parce qu'il faudra nourrir une planète de manière qualitative avec de plus en plus d'habitants, où on peut conjuguer performance environnementale de l'exploitation au travers de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi performance économique au travers de la création d'une source de revenus stable. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, nos amis allemands l'ont montré. Peut-être que d'ailleurs ils bénéficient d'une compétitivité parce que peut-être ils se sont mis à l'avance. En tout cas, les énergies renouvelables, la biomasse, ce sont la méthanisation, ce sont des moyens, des opportunités qui peuvent donner la possibilité à une agriculture d'être encore la plus compétitive. On a une des meilleures agricultures au niveau européen, mondial. Il n'y a pas de raison de penser que nos agriculteurs, si on les accompagne, si on leur donne le temps et en même temps on n'a pas trop de temps, ne puissent pas être au rendez-vous et donc de cet enjeu de compétitivité et cet enjeu environnemental. Alors justement, vous parliez du temps et de l'Allemagne. Quand on parle avec les agriculteurs, notamment de toutes ces histoires de méthanisation, ils vous disent « Ah ouais, c'est bien, nous on veut faire, on serait partant, on peut même investir, sauf qu'il nous faut des autorisations, il nous faut des agréments, tout ça est compliqué. » Alors que nos voisins d'en face, et c'est vrai qu'ici dans la Marne, l'Allemagne n'est pas très loin,
ils vont beaucoup plus vite, ils sont beaucoup plus réactifs. Est-ce que votre principal ennemi, c'est pas cette lenteur franco-française? Alors c'est vrai que on a l'habitude en France tous de râler, et ça se comprend, sur les lenteurs administratives, les procédures administratives. Je crois que la loi de transition énergétique qui a été adoptée au Parlement l'été dernier et l'été d'avant d'ailleurs, est une belle opportunité pour changer de dimensionnement, pour accélérer le processus et donner des possibilités de dépasser les blocages administratifs. Il y en a encore trop, mais il faut aussi regarder les perspectives. Aujourd'hui, il y a des véritables aides qui existent. Il y a des plans avec des objectifs très ambitieux. Les objectifs n'ont quel intérêt que s'il y a une politique et des moyens pour les mettre en œuvre. On parle de la méthanisation, il y a un objectif de 1000 méthaniseurs. On est loin, s'en faut, pas encore à la maille. Aujourd'hui, il y a près de 500 méthaniseurs, dont plus d'une moitié sont directement liés, existent dans une ferme. On voit bien qu'il y a un processus qu'il faut accélérer, il faut simplifier, il faut donner envie, parce que quelque part, on n'a pas le temps. Je ne sais pas si on va pouvoir rattraper le retard, mais la situation est tellement dramatique qu'il faut se donner les moyens d'accélérer le processus, parce que c'est ceux qui seront en avance, c'est ceux qui prendront le mouvement maintenant, qui auront le plus de chances d'exister demain et après-demain et relever les défis de l'enjeu climatique et de la compétitivité. Parce que tout le temps, il faut penser ce double enjeu. On ne pourra pas lutter contre le réchauffement climatique, résoudre les enjeux environnementaux si on ne prend pas en compte la contrainte et l'objectif de compétitivité. Donc la transition énergétique, l'objectif environnemental, pour qu'il fonctionne, il peut être que environnemental, social et économique. Et c'est ce triptyque. C'est pour ça qu'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'opposition, il y a juste une addition, un bon dosage de ces trois problématiques. Et justement, la prise de conscience après la loi de transition énergétique, après la COP21 et bientôt la COP22 à Marrakech, est-ce que ça va booster un peu toutes ces ambitions et tous ces projets? Alors on peut l'espérer. La COP21, on a eu la chance de la vivre en France, à Paris. Elle venait après un certain nombre d'échecs retentissants. Là, il y a eu un accord. Il y a eu un accord, mais ce n'est pas la fin d'un processus, c'est le début d'une histoire qu'il faut écrire. Et on peut être très fier que ça s'est passé en France. Mais tout est à faire. Déjà, on est à la veille de COP22, à Marrakech, et on voit que les choses sont difficiles. L'accord n'est pas encore ratifié par beaucoup de pays. Bien sûr, la France, mais comment aurait-il pu en être autrement à ratifier? Mais dans l'Union européenne, il n'y a pas encore beaucoup de pays. Ce qui est important, pour qu'on réussisse cet objectif de limiter le réchauffement climatique à 2, voire moins 1,5, on n'y arrivera pas avec les États. Les États doivent s'engager. Mais c'est la société civile qui doit être derrière les États. Et la grande bonne nouvelle, le grand espoir de la COP21, c'est une mobilisation de la société civile, une prise de conscience un peu universelle, révolutionnaire, où on va pousser les États parce que c'est dans les territoires, c'est dans le monde agricole, c'est avec les collectivités, c'est avec l'ensemble de nos concitoyens qu'on pourra atteindre cet objectif et qu'on poussera les États pour que le rendez-vous de la lutte contre le réchauffement climatique, qui est un enjeu d'humanité, un enjeu pour la planète, un enjeu par rapport aux problématiques de risques climatiques, de réfugiés climatiques. Donc c'est un enjeu qui est fondamental. Et donc on a besoin de tout le monde. Et de ce point de vue-là, on peut se réjouir que le monde agricole, quelles que soient les difficultés, comme l'ensemble de la société civile, prend une conscience. Et moi, je suis content d'être à côté d'un partenaire assurantiel, comme je suis content que le monde de la finance commence à s'intéresser, parce que là, pour revenir et reboucler par rapport à ma question de compétitivité, si on veut y arriver, il faut qu'il y ait un enjeu économique, il faut qu'il y ait de la valeur, il faut retrouver de la valeur, parce que on met de l'argent là où il y a de la valeur. Et bien l'environnement, le développement durable, c'est la valeur de demain. Laurent Louis, alors on va revenir à la dimension assurantielle. Je disais tout à l'heure, pour plaisanter, quand il ne fait pas beau, ça vous empêche de dormir. Ces derniers temps, ça vous a coûté cher, ça a coûté cher au monde de l'assurance. Par exemple, les phénomènes d'inondation, comme on les a connus ces temps derniers. Si vous me le permettez, je voudrais revenir quand même 2 minutes sur les propos de M. Echevin. Sur on va dire 30 secondes 30 secondes. Sur l'accompagnement de Groupama aussi, sur ces sujets-là faits auprès de ses exploitants. L'agriculture est au cœur du développement des énergies renouvelables, méthaniseurs, panneaux photovoltaïques, et on accompagne à 2 titres nos exploitants, tant sur la prévention des risques en envoyant
un ingénieur prévention chez nos exploitants pour regarder avec lui les risques et les prévenir. Puis ensuite, en termes de couverture assurantielle, sur les dommages directs liés au matériel qui vont être mis en place, mais également sur les pertes financières que peuvent entraîner des dégâts sur les matériels, méthaniseurs et panneaux. Alors, sur l'aspect climatique, sur les dernières périodes, là, ça vous a coûté cher? Ce que nous constatons, et j'avais l'occasion d'en discuter tout à l'heure avec M. Légevin, c'est que les périodes récentes montrent que les dérèglements se succèdent à fréquence plus rapprochée. Et nous, ce qu'on vit dans nos chiffres, c'est exactement ce que disait tout à l'heure M. Légevin, c'est qu'on ressent ce dérèglement tous les ans. Maintenant, l'année 2016 est particulièrement sensible pour nous. À titre d'exemple, je pourrais vous dire que sur 184 000 hectares de blé assurés, cette année, ça sera 160 000 hectares qui sont touchés par une déclaration, donc ce qui est très impactant, tant en termes, je l'ai dit tout à l'heure, pour l'exploitant lui-même, mais en termes de coûts pour l'assureur. Donc effectivement, on vit une année 2016 compliquée et on met tous les moyens pour que nos exploitants soient indemnisés au plus tôt pour que leur trésorerie soit les moins impactées possible. Alors c'est vrai que quand on parle de ces aléas climatiques, on se dit, mais après tout, quand on n'est pas agriculteur, ils n'ont qu'à s'assurer, les agriculteurs. Sauf qu'on s'aperçoit aussi que beaucoup d'agriculteurs, je pense notamment à des viticulteurs, ne sont pas assurés parce qu'ils disent, ça nous coûte trop cher. Dans la situation actuelle, dans la conjoncture actuelle, on n'a pas les moyens de s'assurer. Vous répondez quoi? Alors dans nos régions, moi, ce que je peux répondre à cette question, c'est de dire que jusqu'en 2001, l'assurance des récoltes était uniquement de l'assurance de la grêle. On a été à Groupama en 2001 pionnier avec toutes les organisations professionnelles agricoles à la création, à ce qu'on appelle aujourd'hui le produit multirisque climatique, qui couvre, en plus de la grêle, 14 autres aléas, dont les principaux, le gel, la sécheresse, les excès d'eau, et cette année vient le démontrer. Et on a développé ce produit. Le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que 3 exploitants sur 10 ont pris ce type de couverture. Et qu'on aimerait que ça soit plus mutualisé, tant pour l'assureur d'ailleurs que pour les exploitants. On a un développement qui n'est pas encore généralisé sur l'ensemble de nos exploitations. Laurent-Louis, d'un mot, pour Groupama, la partie assurance agricole, c'est une partie importante de votre business. Si on prend tout ce que vous faites dans le monde de l'assurance. Je vais parler de ma caisse régionale puisque c'est celle que je connais le mieux, mais au niveau de Groupama Nord-Est, qui couvre 6 départements, Nord, Pas-de-Calais, Aisne, Marne, Ardennes et Aube, l'assurance agricole, c'est 30% du chiffre d'affaires de notre caisse régionale. Donc c'est un secteur très très important, tant en termes de chiffre d'affaires, mais également d'accompagnement. Je rappelle que nous avons été créés par des agriculteurs, donc on est vraiment attentif à ce qui se passe sur le monde agricole. Eh bien, merci messieurs, c'est déjà la fin de ce Terre d'Info, le JT. Je vous retrouve demain, ici même, à la 70e foire de Châlons-en-Champagne. Même heure, même adresse. Et d'ici là, à très bientôt sur Campagne TV.